Salut et bienvenue sur Bibloom Podcast, le podcast enthousiaste qui pétille, qui t'invite à te poser des questions sur la vie, à changer de point de vue et à chercher des réponses du côté de la bienveillance. J'y partage mes réflexions et découvertes personnelles en fonction de ce que je vis au quotidien et j'invite régulièrement des personnes avec qui j'ai plaisir à échanger pour partager avec toi et t'inspirer. Bienvenue dans ce 106e épisode de Bibloom Podcast. J'ai eu le grand plaisir de recevoir Julie Champenois, autrice du livre au titre percutant « Soignants, écoutez-nous » et du blog « Les Chroniques de Julie ». Julie, infirmière puéricultrice passionnée, a consacré sa carrière à accompagner les familles et les enfants jusqu'au jour où elle s'est retrouvée de l'autre côté du miroir. Elle est devenue patiente et a eu beaucoup de peine à se faire entendre. Nous parlons ainsi d'errance médicale, mais aussi de résilience, de courage, de persévérance et d'une merveilleuse envie de vivre. Reste bien avec nous jusqu'à la toute fin de l'épisode pour découvrir comment Julie présente avec enthousiasme la page de couverture de son livre. Je te souhaite un agréable moment en notre compagnie. Et voilà, c'est parti. Salut Julie. Bonjour. Et bonjour tous les auditeurs et auditrices de Bibloom Podcast. Ça fait vraiment plaisir de se retrouver. En tout cas, moi, je suis ravie d'enregistrer cet épisode avec toi aujourd'hui. Alors Julie, on va parler d'un sujet qui te tient à cœur, je le sais, et dont j'ai entendu parler pour la première fois il y a pile un an. Je n'étais pas du tout consciente de cette problématique-là, qui est donc l'errance médicale. Et depuis que j'ai entendu parler de ça il y a un an, et j'avais d'ailleurs tendu le micro à la personne qui m'en a parlé dans l'épisode avec les rêveuses entrepreneuses, depuis j'en entends parler tout le temps. Et toi, je pense que tu es la personne parfaite pour témoigner, pour parler de ce sujet-là. Oui, d'un point de vue autant professionnel que d'un point de vue personnel. Personnel, voilà, oui. Donc, juste pour situer, toi, tu es infirmière puéricultrice, spécialisée dans les troubles alimentaires pédiatriques. Oui. Voilà. Une soignante vraiment engagée, passionnée. Enfin, tu as consacré ta vie à ton métier, en fait, avec vraiment passion. Et je dis spécialisée en troubles alimentaires pédiatriques, mais pas que, en fait, parce que tu t'es spécialisée dans énormément de choses, tu t'intéresses à énormément de sujets, c'est vraiment fou. Et un jour, eh bien, tout a basculé, en fait, où tu t'es retrouvée du côté plutôt des patients, oui, avec une très grande expérience donc du soin. Oui. Et là, tu as passé à travers justement cette errance médicale pendant de nombreuses années. Et puis, ça t'a amené finalement à témoigner de tout ça. Et tu viens de sortir un livre passionnant au titre percutant. Qui s'appelle « Soignants, écoutez-nous », le parcours d'une soignante devenue patiente. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important pour moi parce que j'ai une éthique professionnelle. Comme tu as dit, je suis très engagée. Et tout d'un coup, je me suis retrouvée comme patiente. Et de l'autre côté de la barrière, je me suis aperçue que finalement, on ne travaillait pas tous de la même manière, on ne voyait pas tous la même chose et que parfois, même quand on explique les choses, on n'est pas entendu de la même manière et on n'est pas entendu comme on aurait envie en fait. Voilà. C'est ça, oui. Alors peut-être pour commencer, est-ce que tu peux partager ton parcours justement de soignante? Qu'est-ce qui t'a amené à ce métier-là? Comment tu l'as... Fais un résumé parce que c'est vraiment riche ton parcours, de ton parcours professionnel comme soignante d'abord. Alors déjà, depuis que j'ai 13 ans, je sais que je veux être infirmière puéricultrice. Donc depuis mes 13 ans, en fait, je pense à ça. Et puis, j'ai commencé, j'ai fait mes études d'infirmière. J'ai fait un stage un jour en chirurgie pédiatrique, chirurgie digestive. Et je me suis dit, mais effectivement, c'est exactement ce que je veux faire. Et j'ai quand même travaillé 3 ans chez les adultes parce que je voulais quand même acquérir de l'expérience tout en sachant que quand j'irai en pédiatrie, je ne reviendrai jamais chez les adultes. Et ça, je le savais depuis toujours.
Au bout de 3 ans, je suis partie en pédiatrie. J'ai travaillé à Necker Enfants Malades et puis j'ai travaillé en cardiologie pédiatrique. Et ensuite, j'ai fait ma spécialisation de puéricultrice et j'ai continué à travailler dans des services de soins aigus. Puis ensuite, j'ai été directrice de crèche et je suis arrivée en Suisse et j'ai travaillé en néonatologie à l'HFR. Voilà. Et comme ma santé commençait à se dégrader et que je ne pouvais plus assurer les horaires jour, nuit, le matin, l'après-midi, c'était vraiment très fatigant pour moi, j'ai décidé de devenir infirmière indépendante pédiatrique. Et j'ai travaillé 4 ans auprès des familles à domicile. Là, j'ai vraiment aussi découvert un monde que je ne connaissais pas. Je suis vraiment très admirative de tout ce que font les parents. Et enfin, vraiment, ça a été 4 ans vraiment très précieuses pour moi. En parallèle, je travaillais aussi à la maison de naissance. Et là aussi, j'ai découvert un monde que je ne connaissais pas du tout. Et d'accompagner ces familles autour de la naissance pour la découverte de leur bébé, l'accompagnement de l'allaitement maternel aussi, parce que ce que tu n'as pas dit, c'est que je suis consultante en lactation, très engagée aussi. Absolument, oui. Et donc, c'était aussi de travailler d'accompagner ces familles autour de la naissance et d'accompagner des familles qui avaient des enfants malades ou handicapés. C'était pour moi aussi un bon équilibre parce que c'est quand même, pour un soignant, c'est aussi, comment on peut dire, très éprouvant parfois d'accompagner ces familles à domicile et de voir tout ce qu'elles vivent. Et ensuite, petit à petit, j'ai vu que à domicile, j'accompagnais beaucoup de familles où l'enfant avait une sonde gastrique, une alimentation artificielle, et on n'arrivait pas à les sevrer en fait. On n'arrivait pas à arrêter cette alimentation artificielle avec des enfants qui avaient du mal à manger par la bouche. Et là, j'ai décidé de me spécialiser dans ce domaine parce que manger, c'est quand même un plaisir de la vie. Et j'avais envie, je trouvais que c'était aussi important que ces enfants connaissent ça. Donc, c'est comme ça que tout est né, en fait, que je me suis spécialisée dans ce domaine. Je suis allée faire un diplôme universitaire à Lille, en France. Et puis, j'ai ouvert mon cabinet. Et puis après, j'ai refait un autre diplôme universitaire sur la nutrition et l'obésité de l'enfant parce que je trouvais que c'était tout lié. Et puis j'ai commencé à faire des consultations en cabinet que autour de l'alimentation, puis aussi du sommeil de l'enfant parce que je suis devenue aussi consultante en sommeil 1001 dodo. Voilà. Et tout est lié. Voilà. C'est vraiment passionnant de t'entendre. Alors moi, j'aime bien toujours aussi raconter un peu comment ça se fait qu'on enregistre ce podcast aujourd'hui, comment on s'est rencontrés. Et c'était une rencontre vraiment fantastique et dont je me rappelle très, très bien. Tu venais d'arriver en Suisse. Et moi, j'étais donc dans le domaine de la périnatalité, principalement avec les cours de portage en écharpe et la communication gestuelle, enfin tous ces cours que j'ai donnés pendant de nombreuses années. Et tu m'avais sollicité en fait pour faire connaissance et te présenter aussi dans ce domaine-là de la périnatalité. Et tout de suite, le contact est passé. Vraiment, c'était une rencontre fantastique. Et pendant des années, on ne s'est pas beaucoup côtoyés. Mais je sais qu'on s'envoyait beaucoup de personnes. En tout cas, moi, j'ai donné ton adresse à des dizaines de personnes. Et là, d'ailleurs, même un petit clin d'œil à celle qui a fait ta page de couverture, parce que tous les gens que j'ai dirigés vers toi, qui avaient toutes sortes peut-être de problématiques en lien avec l'allaitement ou la nutrition, où tu as fait aussi l'alimentation... la DME. La DME, oui, la diversification menée par l'enfant. Alors, j'ai envoyé aussi beaucoup de monde pour ça. Enfin, tu étais vraiment très reconnue dans la région et c'était toujours un plaisir de diriger des jeunes parents vers toi et de recevoir les retours qui étaient bien sûr toujours fantastiques. Alors, on a fonctionné comme ça pendant pas mal d'années.
Et puis, je ne sais pas exactement à quel moment ça a bifurqué, mais on s'est retrouvés pas mal d'années plus tard avec nos parcours qui ont évolué l'une et l'autre. Et c'est vraiment une amitié qui s'est mise en place, une très, très, très belle amitié qui me permet vraiment de te connaître de mieux en mieux, de découvrir au fil du temps la richesse de ton parcours et puis d'avoir pu te côtoyer tout au long de l'écriture aussi de ce livre et de ton parcours, du coup, personnel. Là, on a fait une belle introduction sur la professionnelle hyper spécialisée, hyper engagée, passionnée que tu es. Mais à côté de ça, on va peut-être partir sur la sportive d'abord, parce que ça, c'est quand même important dans l'histoire aussi, n'est-ce pas? Oui. Eh bien, j'ai toujours été sportive dans ma vie. Et puis, un jour, j'ai rencontré la montagne. Et vraiment, ça a été un énorme coup de cœur. Je pense que j'avais une vingtaine d'années. Et à partir de ce moment-là, toutes mes vacances, dès que j'avais du temps, pourtant j'étais en région parisienne, mais je repartais en montagne, faire de la randonnée, marcher. Ça m'a aussi permis de me découvrir aussi moi-même, de pouvoir aller au-delà de mes limites, repousser les limites au fur et à mesure, sentir mon corps vivant, parce que je me suis aperçue à ce moment-là que mon corps était pas, que je le sentais pas toujours vivant en fait. Et quand j'étais en montagne et quand il transpirait, quand je sentais mes muscles, c'était vraiment, je me sentais extrêmement vivante. Et quand j'arrive en sommet, c'est quelque chose de vraiment extraordinaire pour moi. Et puis ensuite, en rencontrant mon mari qui était aussi passionné comme moi, eh bien, on a beaucoup marché. On a découvert l'escalade, l'alpinisme. Et à partir du moment pareil, quand j'ai posé ma main la première fois sur le rocher pour pouvoir grimper, je me suis dit, mais c'est extraordinaire. Et puis, pendant 10 ans, les week-ends, les vacances, tous les temps libres, c'était consacré à la montagne et on repoussait les limites au fur et à mesure. On est parti, on a traversé la Réunion à pied. On est parti 2 fois au Népal. On a fait vraiment on a marché dans beaucoup de montagnes, en fait. Et on a fait énormément de dénivelé. Et voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui était aussi une passion, quoi. Oui. Ouais. Et qui me permettait de m'équilibrer, parce que c'est vrai que une vie de soignante, d'infirmière ou de n'importe quel soignant, il faut toujours trouver une ressource quelque part, parce que quand on n'est pas bien, on ne peut pas accompagner les familles ou les personnes malades en qualité, en fait. Oui, ça, c'est vraiment fondamental dans ta conception du soin. Donc maintenant, peut-être, allons vers ce livre. Qu'est-ce qui a été le déclencheur pour que tu te mettes à écrire ce témoignage poignant? Eh bien, en fait, à un moment, j'ai basculé au niveau de ma santé et je ne pouvais plus être dans le déni en me disant que mon corps ne fonctionnait pas correctement. Et puis, j'ai dû accepter ça. Et pendant 1 an, j'ai disparu quasiment de tout parce que j'étais épuisée, je ne pouvais plus bouger. Et je me suis dit, mais il faut que et puis, j'ai dû aller vraiment au fond de moi-même, au bout de mes ressources, vraiment exactement comme en fait en montagne. Quand on monte un sommet, moi en fait j'ai monté mes sommets, ils étaient plutôt intérieurs et j'ai dû aller chercher des ressources vraiment au plus profond de moi. Et je me suis dit, il faut que cette expérience, elle serve à quelque chose. D'accord. Alors, on va revenir du coup peut-être sur le début de toute cette question liée à ta santé, qui t'a finalement donc amené après cette année de retrait, comme tu dis, d'écrire le livre. Mais est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce que tu as vécu ou comment ça s'est placé ou c'est quoi cette histoire de nombreuses années d'errance médicale? En fait, j'ai une fatigabilité musculaire depuis des dizaines d'années. J'ai aussi plusieurs symptômes, des nombreux symptômes. Et à chaque fois que je disais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, on me disait « Non, madame, tout va bien ». Évidemment, les analyses étaient parfaites, toutes les analyses classiques.
Et à un moment, on m'a dit aussi, mais madame, vous êtes infirmière, vous travaillez de nuit, c'est normal d'être fatiguée. Mais moi, je sentais que non. Et en plus, comme j'ai l'habitude de pousser mon corps vraiment loin, je sentais que c'était plus, au fur et à mesure que c'était plus du tout pareil. Et donc, je me suis battue pour la reconnaissance de mes symptômes et pour qu'il y ait un diagnostic. J'ai eu plusieurs diagnostics qui me convenaient. Enfin, je sentais que c'était pas tout à fait ça. Et vraiment, à partir du moment où j'ai commencé à me dire que ça n'allait pas, jusqu'à ce que j'ai un diagnostic, ça a duré 11 ans. 11 ans. Et après, j'avais un diagnostic de maladie génétique rare. Et pendant 3 à 4 ans, il a encore fallu que je me batte pour dire « Mais non, mais j'ai une maladie génétique rare, j'ai ces symptômes et ils sont Confirmés. Ils sont confirmés et ça m'empêche de vivre normalement, en fait. Ils Voilà. sont handicapants, en fait. Voilà, exactement. Et alors, c'est quoi, en fait, cette maladie génétique rare dont tu souffres? J'ai le syndrome d'Ehlers-Danlos, qui est déjà une maladie rare, mais moi, j'ai une forme myopathique. Donc, ça veut dire que c'est une forme qui atteint les muscles. Alors que d'habitude, dans ce syndrome d'Ehlers-Danlos qu'on appelle le SED, S-E-D, en général, les gens souffrent d'hyperlaxité, et ça veut dire, par exemple, quand ils bâillent, ils peuvent se décrocher la mâchoire. Moi, j'ai cette hyperlaxité, mais pas autant. Moi, c'est plutôt les muscles, en fait, qui se fatiguent très vite. Et par exemple, depuis des années, la position statique debout, sans bouger, est extrêmement pénible pour moi. J'ai l'impression que je vais m'écrouler, que je tiens plus sur mes jambes. Et après, rien que de faire la queue, en fait, il me faut plusieurs jours pour récupérer. Mais ça, depuis des années. Mais comme c'est venu progressivement, petit à petit, et qu'en plus, quand je disais mes symptômes, on me disait que c'était rien, je me suis pas inquiétée, et puis j'avoue que ça t'arrangeait. Ça m'arrangeait beaucoup. Voilà. On le sent très bien dans ton témoignage, dans ton livre. Tu dis, voilà, on me disait tout le temps, c'est dans votre tête, c'est dans votre tête. Enfin, mais madame, vous exagérez. Ou c'est normal, comme tu dis, tu avais un métier très prenant, c'est normal d'être fatiguée. Et puis tu l'exprimes à plusieurs occasions que ça t'arrangeait bien, parce que du coup, puis comme tu es très persévérante, tu es une battante, quoi. Tu es une... voilà, tu continuais d'aller en montagne, tu continuais de pousser tes limites. Mais bon, à un moment donné, c'était quand même plus trop agréable d'entendre « Madame, c'est dans votre tête, Madame, c'est dans votre tête ». Exactement, parce que moi, je savais bien que c'était pas dans ma tête. Je savais bien, je connaissais. Je pense que pour tous les sportifs connaissent extrêmement bien leur corps, et moi, je connaissais vraiment bien mon corps depuis plus de 20 ans que je faisais plus de 20 ans que je faisais de la montagne, et que j'avais l'habitude d'aller au bout de mes limites, mais c'était plus du tout pareil qu'avant. Et même en prenant de l'âge, c'était pas normal, en fait. Et alors, quels ont été les moments où c'était difficile pour toi de ne pas être entendue? En fait, il y a le Covid, comme pour beaucoup de personnes, tout d'un coup, de plus travailler au même rythme que d'habitude. Là, mon corps, c'est comme si mon corps disait « Ah, enfin, je peux me reposer, enfin, je peux me détendre ». Donc ça a été déjà une première chute où je sentais bien que je pouvais plus aller au-delà de mes limites et je pouvais plus pousser mon corps au maximum. Et puis après, j'ai récupéré un peu, et après j'ai eu un cancer du sein. Puis là, ça a été le début de la fin. C'est là, à partir de ce moment-là, où j'ai dû accepter que je ne pouvais plus travailler. Et pendant 1 an, j'ai dû... je suis passée par plein d'étapes différentes, mais j'ai compris que là, il fallait que je fasse quelque chose, parce que pendant 1 an, j'ai été couchée avec des difficultés pour me lever. Là, tu as parlé de devoir accepter de plus travailler, mais il y a effectivement, dans tout ce parcours, il y a vraiment, vraiment énormément de choses que tu as dû accepter au fur et à mesure. Donc, tu avais cette vie très intense, tous les week-ends à la montagne. Vous aviez un van pour faire aussi des vacances ou des escapades et tout ça. Tout d'un coup, tu es carrément arrêté pendant 1 an. Qu'est-ce que tu as dû
peux nous citer quelques exemples de choses que tu as dû accepter, de changer, de perdre ou de transformer? La première chose que j'ai dû accepter, c'est d'arrêter de travailler. Parce que je pense que ça faisait plusieurs années que j'aurais dû diminuer mon pourcentage de travail. Mais moi, comme je dis, depuis que j'ai 13 ans, je veux être infirmière. Enfin, c'est quelque chose qui est vraiment très important dans ma vie. Et de devoir déjà, j'avais commencé à diminuer les consultations quand j'ai vu que ça commençait à plus aller bien. C'était déjà difficile, mais au bout d'un moment, j'ai dû vraiment me résoudre à arrêter complètement de travailler. J'ai juste conservé les cours que je donnais parce que la transmission, c'est aussi quelque chose d'important et aussi pour qu'il y ait un relais. Mais ça a été aussi ça a été quelque chose de compliqué pour moi à accepter. D'accepter de plus faire de sport, ça c'était aussi un moyen de survie. Ça faisait quand même quelques années. J'ai arrêté vraiment le sport en 2020, donc au moment du Covid. Et puis, mais c'était vraiment une question de survie. Et puis aussi d'accepter de ne plus être autonome. Ça, c'est vraiment quelque chose de très, très compliqué à accepter, je crois, encore plus que les deux autres. En fait, de plus être autonome, d'accepter, de devoir demander de l'aide et d'accepter de l'aide. Et puis ça, c'était assez compliqué, surtout quand on est soignant. En fait, on est habitué à donner, on est habitué à écouter, mais de devoir tout d'un coup passer de l'autre côté et demander de l'aide, accepter de l'aide, se dire « Ah ben non, en fait, ça, je peux plus le faire toute seule », ça, c'est vraiment difficile. Oui, c'est un gros morceau, en effet. Et c'est dans tous nos parcours de vie, indépendamment des situations ou de ce qui nous pousse dans cette direction, apprendre à recevoir et à demander, c'est vraiment deux grands thèmes. Oui. En fait, on a plus de facilité à donner. Enfin, ça, c'est la chose qu'on arrive le plus, en tout cas dans mon environnement, on va dire. Oui. Les gens que je côtoie, c'est tous des gens qui ont une grande capacité à donner, mais apprendre à demander et à recevoir, ça, c'est des morceaux beaucoup plus conséquents. Et puis à recevoir sans donner en échange aussi. Parce accepter de recevoir, c'est difficile, mais accepter de recevoir sans dire « Ah bah, en fait, je pourrais faire ça aussi pour toi, pour te remercier », ça, c'est aussi très difficile. Compliqué, ouais. Mais j'étais dans un état, comment on peut dire, de déchéance physique, je ne sais pas si on peut dire ça, que de toute façon, je n'avais plus le choix, en fait. Oui, parce que tu n'arrivais plus à marcher, tu n'arrivais plus à cuisiner. Oui. Est-ce que tu voudrais bien partager avec nous une ou l'autre situation dans lesquelles tu t'es retrouvée face à des soignants où c'était vrai, parce que après, regarde ce que tu veux dire par rapport à ton livre, on est d'accord. Mais il y a quand même dans ton livre des situations assez choquantes. Tu étais face à des soignants qui t'ont dit des choses vraiment extrêmes, quoi. Est-ce que tu veux bien partager quelque chose qui te vient... Qui ont dit ou qui ont fait, en fait. Parce que y a une période, il y a quelques années, où j'avais du mal à marcher. Et en fait, le médecin que j'ai vu m'a dit « Vous n'avez aucun problème, madame, vous pouvez marcher ». Et puis, il m'a pris par le bras et il m'a fait marcher dans le couloir. Et il m'a dit après « Vous allez voir, vous allez pouvoir courir ». Et en fait, il m'a traîné dans le couloir. J'avais les pieds qui traînaient derrière et qui m'a dit « Vous voyez, madame, vous pouvez courir ». Oui, je pensais exactement à cette scène-là qui est vraiment poignante dans ton livre. Tu te demandes comment c'est possible. Donc, tu avais une personne de chaque côté de toi qui te soutenait et puis qui te faisait... Qui courait pour moi et j'avais les pieds qui traînaient derrière. Et puis, il m'a dit « Vous voyez, madame, vous pouvez courir ». J'ai dit moi, je faisais de la course à pied une ou plusieurs fois par semaine. Je sais ce que c'est courir, mais c'est pas ça courir. Et là, tu n'as pas été entendu du tout. Non, et ça a même été marqué dans le compte-rendu, en fait, que je pouvais marcher et courir dans le couloir. Et puis, forcément, un compte-rendu comme ça, c'est très délétère, en fait, sur la suite. Eh bien oui, ça pose problème pour la suite. Et là, tu as eu un peu un élan de dire quand même que c'est pas normal d'être traité comme ça. Oui. Alors là, j'étais vraiment remontée et je voulais vraiment le dire. D'ailleurs, j'ai prévenu la médiatrice de l'hôpital parce que j'étais pas du tout d'accord avec ce qui se passait.
Et moi, ce qui m'a surprise, c'est que entre l'entourage ou même les soignants qui me suivaient me disaient « Non, mais tu vas pas perdre de l'énergie pour ça, passe à autre chose ». Mais moi, je me disais « Mais je suis infirmière, je suis consciente de mon état. Si moi, il m'arrive ça et qu'on ose me dire ça et qu'ils ne se rendent même pas compte de l'impact que ça peut avoir sur moi, qu'est-ce que ça peut être sur d'autres personnes qui ne sont pas du milieu ?» Et du coup, j'ai eu une longue discussion avec la médiatrice de cet endroit pour expliquer ma façon de penser. Oui. Et c'était peut-être un peu le point de départ aussi à tout ce que tu partages maintenant, parce que ton livre, finalement, c'est aussi pour partager ça et dire, moi, si j'ai les capacités, les connaissances, c'est pas du tout une manière de juger ou de... c'est vraiment un témoignage, quoi, pour dire, voilà ce qui se passe. Puis on sent, toi, quand même, qu'il y a cette envie ou de partager ce que tu as vécu, mais pour aider d'autres qui n'ont peut-être pas tes ressources ou tes connaissances pour se défendre ou pour comprendre mieux ce qui se passe et les aider, en fait. Oui, parce que mon livre, n'est pas du tout dans le jugement. J'ai aucun compte à régler. C'est pas du tout. Mais je pense que avec toutes les expériences que j'ai vécues, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas normales et qu'en fait, on prend avec fatalité. Oui. Et voilà, c'est comme ça. Ouais, ça fait des années que c'est comme ça. Et puis comme si, voilà, on va pas changer. Et c'est comme si tout d'un coup on devenait malade, patient. Et on devait subir. Et on devait subir aussi l'humeur du soignant du jour. On devait subir dans un certain sens. La maltraitance institutionnelle, voilà, et tout ça. Et moi, je suis désolée, c'est pas parce qu'on est patient qu'on doit subir tout ça. Au contraire, en fait, on devrait être beaucoup plus entouré parce que nous, on doit gérer la maladie, on doit gérer le changement de vie qui est vraiment un traumatisme. On doit gérer aussi, il ne faut pas l'oublier, les peurs de l'entourage. On doit gérer nos propres peurs. On doit gérer la peur de... qu'est-ce qu'on va devenir dans quelques semaines, dans quelques mois, dans quelques années. Et tout l'aspect financier aussi à gérer. Tout l'aspect financier, parce que ça, c'est quelque chose qu'on ne parle pas ou quasiment pas. Mais quand on devient malade et qu'on ne peut plus travailler, eh bien, on n'a pas d'aide, on n'a plus de salaire et on n'a plus d'aide financière. Donc, on doit gérer ça aussi. Et quand on doit en plus faire face à de la violence des mots de la part des soignants qui devraient être plutôt soutenants, c'est vraiment très difficile. Trop, Et alors évidemment, c'est une partie des soignants. Et en même temps, il faut quand même dire que c'est compliqué d'être soignant. Et puis, on a beaucoup de pression. On a des pressions de partout, on a aussi une fatigue parce qu'on travaille énormément, mais ça n'excuse pas tout en fait. J'aimerais bien justement peut-être que tu partages aussi quelque chose d'extraordinaire que tu as vécu grâce à des soignants, où tu as justement pu être entendu, où ça a été une expérience plus positive. Alors, j'aurais plein d'exemples aussi parce que j'ai rencontré des soignants qui étaient vraiment extraordinaires et qui ont changé toute ma vie. Mais à partir du moment où ils me disaient « Mais madame, je vous entends, je sais pourquoi, je sais pas pourquoi vous avez ça, mais il y a une explication logique, on va trouver. » Juste ça change tout. Oui, en fait, j'avais pas forcément besoin de diagnostic, mais juste qu'on d'être entendu. Je suis là, on va trouver, on va chercher, vous n'êtes pas seul. Ça, c'était quelque chose de vraiment extraordinaire pour moi. Et alors, aujourd'hui, quelle est ta situation ? Je ne sais pas si on doit le dire, parce que sinon, on donne la fin du livre. Tu peux utiliser le joker. Bon, après, on le voit sur la couverture. Mais bon, voilà, quand même. Ça... Eh bien, j'ai trouvé
je sais pas, quand je repense à comment j'étais il y a 1 an, je me dis, mais si on m'avait dit que tu serais comme ça dans 1 an, ça t'aurait donné beaucoup d'espoir. J'ai trouvé une solution, en fait. J'ai trouvé ma propre solution, mes propres réponses, et j'ai aussi accepté le handicap. Je suis sortie de nombreux dénis parce qu'au fur et à mesure des années, j'étais rentrée dans beaucoup de dénis parce que je ne voulais pas accepter le handicap, je ne voulais pas accepter la maladie. C'était vraiment quelque chose de difficile. Et avec toutes les choses que je ne pouvais plus faire, en fait. Et j'ai accepté d'avoir un fauteuil roulant. J'ai trouvé aussi des soignants qui me soutenaient dans cette démarche. Et le fauteuil roulant a changé ma vie. Et du coup, je peux recommencer à vivre. Alors, évidemment, en acceptant mes limites, j'ai bien compris que ma vie ne serait plus jamais la même. Ma vie peut retrouver une certaine saveur et je peux en profiter. Et pour la petite histoire, j'avais au début, quand j'ai commencé à écrire ce livre, je voulais l'appeler Hymne à la vie, pour montrer et pour transmettre que même dans les moments extrêmement difficiles, la vie vaut quand même la peine d'être vécue. Et puis après, vous saurez en lisant le livre pourquoi je l'ai appelé comme ça. Et puis, en fait, là, effectivement, ma vie actuelle, c'est aussi un hymne à la vie parce que l'année dernière, j'étais pas du tout dans cet état-là. Et là, maintenant, chaque petit bonheur, chaque petite chose est un bonheur, en fait, un bonheur de vivre. Oui, et c'est vraiment fantastique de te voir, de t'observer, j'ai l'impression d'avoir eu cette chance peut-être de te côtoyer un peu plus ces derniers temps et de voir l'évolution et de voir la renaissance, en fait. Et je me dis, punaise, les ressources que tu as, c'est extraordinaire. Vraiment, c'est extraordinaire. Et alors, sur ce long cheminement qui t'a amené maintenant à accepter le handicap et le fauteuil roulant et une toute nouvelle vie qui commence pour toi, donc tu as rencontré des gens où c'était très, très compliqué, les messages qu'ils t'ont transmis ou comment ils t'ont traité ou tout ça, et des gens aussi extraordinaires, bien sûr. C'est comme partout, hein, il y a de tout. Mais comment tu as fait, toi, pour traverser quand même toute cette période? Parce qu'il y a quand même eu des moments où c'était extrêmement difficile. Comment tu as tenu à travers tout ça? Puis comment tu as trouvé les ressources aussi pour être aussi en forme que tu l'es aujourd'hui? Alors, bon, il faut quand même se dire que je suis bien consciente que j'aurai plus jamais la même vie qu'avant, qu'il faut que le moindre petit dérapage a une énorme conséquence sur le reste de mes journées, voire des journées suivantes. Mais donc j'apprends tout ça, mais j'ai toujours gardé espoir. Je me suis toujours dit que j'allais trouver des solutions parce que je savais très bien que c'était pas dans ma tête et qu'il y avait une explication à tout ce que je vivais. Mais quand ça s'est vraiment dégradé, je me suis dit qu'il fallait que je trouve un sens à tout ça. Et c'est ça qui m'a sauvée, en fait. De me dire, mais tu vis ça parce que... faut que tu te serves de toute cette expérience pour pouvoir avancer, pour comprendre des choses, pour sortir des dénis. Et j'ai dû me regarder vraiment dans le miroir, en fait, pour essayer de trouver des solutions et continuer à me faire confiance. Et puis, je pense que c'est fantastique de se poser ces questions ou d'observer les expériences qu'on fait de la vie avec ce regard-là, qu'elles ont un sens, qu'elles vont être utiles à un moment ou l'autre, même quand on est dans le pire moment et qu'on se demande mais comment je vais m'en sortir, comment ça... On sait que c'est une expérience, il y a une raison pour de traverser ces épreuves-là. Et je pense que là, avec le livre, en tout cas, c'est déjà une bonne réponse à tout ce vécu, parce que bien sûr, tu ne pourrais pas partager tout ça si tu l'avais pas vécu dans ton corps, dans tes états d'âme. Et puis, ça, tu vas pouvoir aider énormément de monde en partageant tout ce qui va encore se placer devant toi par la suite. Je me suis vraiment longtemps posé la question. J'ai fini d'écrire mon livre en novembre. Je l'ai publié fin avril.
Et pendant tout ce temps, je me disais, mais qui t'es pour écrire ton histoire, pour publier ton histoire, qui elle va pouvoir intéresser. Et puis, à chaque fois, je me disais, non, tu publies pas. Et à chaque fois, à ce moment-là, il y avait toujours un truc qui me disait, ah non, en fait, il faut publier. Et la personne qui m'a... peut-être qu'elle entendra ce podcast, je ne sais pas, qui a fait tout basculer, c'est qu'en prenant le train pour aller à Lausanne, en sortant du train, en fait, je suis tombée sur une personne qui est venue me parler. Et puis, j'étais en fauteuil roulant et on a parlé pendant un moment. En fait, on faisait le même trajet. Et puis, à la fin, elle me dit « Ah, mais madame, il faut que vous alliez témoigner dans les centres de réadaptation parce que moi, j'avais jamais compris que le fauteuil roulant pouvait être une forme de liberté. Parce que je lui avais expliqué que moi, je revivais avec ce fauteuil roulant et que vraiment, je retrouvais ma liberté et une partie de mon autonomie. Et elle voyait pas ça comme ça. Et moi non plus, d'ailleurs. Avant de pouvoir d'être dans cette acceptation, pour moi, c'était vraiment compliqué. Je me serais jamais imaginée en fauteuil roulant. Enfin, c'était vraiment... j'avais aussi toute une certaine vision des choses et je ne voulais pas ça. Et pourtant, le fait d'être dans l'acceptation, ça a changé toute ma vie et j'étais en train de lui expliquer ça. Et quand elle m'a dit « mais il faut que vous alliez témoigner parce que ça pourrait être important pour les personnes qui sont aussi dans cet état, qui doivent accepter le fauteuil roulant à un moment », je me suis dit « ouais, alors là, maintenant, tu n'as plus le choix, tu es obligée de publier ton histoire. » Voilà, et ben bravo, tu l'as fait. Super que tu aies eu cette rencontre avec cette dame. Comme quoi, dans la vie, très souvent, il y a une petite chose qui ouvre des portes. On n'a pas la moindre idée de ce qu'il y a derrière la porte. Et là, moi, j'ai pas de doute qu'il y a encore vraiment beaucoup de choses pour toi sur ton chemin maintenant que cette porte-là, elle est ouverte. Peut-être, on va arriver gentiment à la fin là, de notre conversation. Quel message tu donnerais aux soignants, aux patients et à tous les auditeurs et auditrices de Bibloom Podcast? Aux soignants peut-être d'abord. Alors aux soignants, ça paraît logique comme ça, mais écoutez la personne qui a en face de vous, écoutez ce qu'elle essaye de vous dire et surtout qu'elle n'arrive pas à vous dire parce que on a aussi des dénis, en tant que patient et en tant qu'humain, on a toujours envie de se valoriser et de montrer ce qui va bien, mais en fait, on ne dit pas forcément ce qui ne va pas bien. Et c'est ça, en fait, nos rôles de soignants, d'essayer de comprendre ce qui ne va pas. Pour les patients, continuez, particulièrement ceux qui sont dans l'errance médicale, continuez à vous battre et à vous faire confiance. Et en tant que patient, ne pas se dire que c'est une fatalité en fonction de ce que vous entendez ou de ce que vous vivez, parce que pourtant mon livre, ça fait moins de 3 semaines qu'il est sorti, mais j'ai de plus en plus de témoignages de gens qui me racontent des choses. Alors je le savais, dans mon cabinet déjà, il y avait des choses, j'entendais des choses et j'étais pas du tout d'accord avec ce qui se passait, mais là, je connais le monde de l'enfant, mais il y a beaucoup d'adultes qui me racontent aussi des choses, voire encore pire ce que j'ai vécu moi, et ça ne devrait pas du tout exister. Donc il y a des médiateurs qui existent, on peut toujours, ça vaut la peine de le dire, de dire qu'on n'est pas d'accord, même s'il y a énormément d'enjeux en fait, beaucoup de choses qui se jouent, et pour l'entourage aussi vraiment, parce que c'est pas évident de faire partie de l'entourage de quelqu'un qui devient malade, handicapé, de voir son corps se transformer, de voir que on peut plus faire forcément les mêmes choses avec. Mais s'il y a une chose que je peux dire aux personnes qui sont l'entourage d'une personne malade ou handicapée, c'est posez-lui la question de quoi elle a besoin, plutôt que d'imposer. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui change la vie, en fait, de dire mais de quoi tu as besoin, je voudrais t'aider, mais comment je peux t'aider? Et probablement qu'elle va vous dire des choses auxquelles vous n'aviez absolument pas pensé, mais des choses toutes bêtes en fait. Est-ce que tu peux me prendre un rendez-vous chez le coiffeur? Parce que moi,
il me faut 2 semaines en fait pour téléphoner, pour prendre un rendez-vous chez le coiffeur à cause de la fatigue, à cause de tous les rendez-vous médicaux. Et des choses comme ça, mais vraiment toutes bêtes, plutôt que d'imposer d'avoir des énormes projets alors que en fait, la personne malade ne pourra pas suivre, ou alors elle va vouloir vous faire plaisir, mais elle va mettre du temps à récupérer après. Bon, après, ça part évidemment de mon expérience personnelle, mais je pense que beaucoup de personnes seront d'accord, malades seront d'accord avec moi. Et puis aux auditeurs de Bibloom, achetez mon livre. On a parlé de beaucoup de choses, mais il y a encore énormément de choses dans mon livre, je pense. Ah, bien sûr. Et voilà, il y a des personnes qui m'ont dit quand on lit ton livre, on ressort, on le finit pas de la même manière dont on a commencé. On n'est plus la même personne après avoir lu tout ça. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est très impactant. Voilà. C'est sûr que ça laisse pas indifférent, pas du tout. Et toi, du coup, Julie, de quoi aurais-tu besoin maintenant là? De boire un verre d'eau puis de me détendre. Voilà, parce que c'est fatigant pour toi de tenir le micro. Donc exactement. Tu as un coussin, t'as changé de bras en cours de route. Donc voilà, donc on va s'arrêter, boire un verre d'eau, un café et poser le micro. Mais sinon, voilà, que de nombreuses personnes achètent ton livre. Et tu as aussi un blog qui est super sympa, très intéressant. On envoie des messages toutes les semaines sur le blog, où tu partages ton quotidien de ta nouvelle vie. Et c'est pétillant, c'est... Toujours en essayant de donner de l'espoir, en fait. Parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire « Ah, mais elle est malade, elle est handicapée, c'est plus la même, elle a plus la même vie qu'avant. » Mais il y a toujours de l'espoir, il y a toujours une lumière au bout du couloir, même si parfois c'est compliqué. Et elle ne vient pas du tout de l'endroit où on pensait qu'elle viendrait. Mais c'est ça aussi que j'ai envie de transmettre, en fait. Et de peut-être, dans un sens aussi, changer la vision de ce que vit une personne en fauteuil. Et changer peut-être la vision des personnes qui côtoient quelqu'un en fauteuil, par exemple dans le train. Parce que, pareil, comme je disais tout à l'heure, poser la question de comment je peux vous aider ? Parce que on croit que parfois la personne en fauteuil, elle ne peut pas se débrouiller toute seule, alors que si. Ou contrairement, on se dit « Ah, mais en fait, je la laisse faire, elle me demandera si elle a besoin d'aide », mais quelquefois, on n'ose pas trop poser la question. Voilà. Donc, je ne sais plus pourquoi je disais ça. Ah oui, pour mon blog, pour changer un petit peu le regard qu'on porte sur la personne handicapée. Ouais. En tout cas, ces petits papiers hebdomadaires, là, ils sont toujours... c'est chouette de les recevoir dans la boîte mail et d'en prendre connaissance et de découvrir les aventures qui te sont arrivées et les réflexions que tu as faites, les compréhensions. C'est vraiment très, très chouette. Puis là aussi, donc les gens peuvent s'inscrire au blog. De toute façon, le lien sera mis dans la description de l'épisode, bien entendu. Mais il y a aussi un moyen de t'aider grâce à ce blog, parce qu'on peut les recevoir gratuitement, mais on peut aussi s'abonner de manière payante. Et ça peut être un moyen aussi de soutenir ton nouveau travail, presque. Oui. Mon travail d'écriture et de réflexion. Et de partage et de transmission, qui est ce qui t'a toujours passionné, en fait. Exactement. Oh, mais merci beaucoup pour cet échange et ce partage. C'est vraiment un délice de partager avec toi ce matin, et vraiment, merci de tout cœur. Et merci de m'avoir donné la parole. Et merci de m'avoir écouté, aux auditeurs. Avec joie. Alors, on va conclure comme toujours en envoyant tout plein d'amour autour de nous. Voilà. Bye bye. J'aimerais bien aussi, Julie, que tu présentes la page de couverture du livre, parce que c'est vraiment une extrêmement belle création et qui est très symbolique et qui explique vraiment beaucoup de choses. Est-ce que tu peux nous présenter cette page de couverture, s'il te plaît ? Oui, alors je suis vraiment très heureuse de cette page de couverture, parce que ça représente tout mon livre et tout mon parcours, en fait.
En bas, c'est la ligne de crête des Préalpes. Donc, je pense qu'en tant que fribourgeois, on se sent bien concerné. Il y a mes chats aussi qui m'ont beaucoup aidée dans mon parcours. En haut, c'est la ligne de crête de l'Himalaya, là où ma vie a basculé. Et puis, sur les côtés, les dessins, c'est toutes les activités qui me tenaient énormément à cœur et que je ne peux plus faire. Et au milieu, c'est ma vie actuelle, en fait, mon mode de déplacement majoritaire dans certaines journées. Voilà. Donc, et pour la petite histoire, c'est Diane qui a pris la photo au marché de Noël de Montreux. Et on a eu des crises de fou rire parce que, quand même, elle a bien visé. Il y avait 2 poubelles autour. Il y avait des centaines de personnes sur les quais qui nous regardaient et qui rigolaient beaucoup. Et du coup, même la photo a aussi une histoire. Donc, et je remercie vraiment énormément la graphiste qui a fait cette couverture et cette 4e de couverture parce que elle a un talent extraordinaire et rien que de discuter entre nous, finalement, ça a été... quand on voit le résultat, on voit qu'elle avait bien compris ce que j'avais envie. Et ça, c'était aussi une jolie histoire en soi parce que donc c'est Delphine Colli des Cartouches, la graphiste qui a fait la page de couverture. Je mettrai aussi ses coordonnées. Et elle a contribué, elle m'a apporté un peu d'aide à mes pages de couverture à moi, en fait. Et donc, je t'en ai parlé. Et quand je t'en ai parlé, on a constaté que c'était une de tes clientes aussi. Oui. Que c'était une de mes clientes. C'est devenu une des tiennes. Et maintenant, on est toutes les deux ses clientes. Et moi, j'adore ça aussi, tous ces liens qui se créent, tous ces... cette magie de la vie qui se met en place. Et j'étais certaine que Delphine, elle saurait t'écouter et savoir vraiment retranscrire tes idées et préparer cette page de couverture. Moi, personnellement, je l'adore aussi. Vraiment. Moi aussi. Et j'ai vraiment l'impression, quand je vois la couverture de mon livre, je me dis, ça, c'est toute mon histoire jusqu'à maintenant. Oui, c'est fabuleux.